Bienvenue dans le podcast Le Scénario, le podcast d'analyse et de critique approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur un cas vraiment fascinant dans le monde du luxe, Hermès. Alors que des géants comme LVMH ou Kering, c'est Gucci, montrent des signes de ralentissement, eh bien Hermès, eux, affichent une croissance assez impressionnante. Comment est-ce que cette maison, qui a presque 200 ans, arrive à maintenir cette aura et ses ventes? On va regarder ça de plus près avec une analyse de CNBC comme base. On va essayer de décortiquer ensemble cette stratégie qui est quand même très particulière, fondée sur l'exclusivité, la désirabilité, et voir pourquoi ça a l'air de si bien marcher même aujourd'hui. Alors, le cœur du réacteur Hermès, si on peut dire, c'est la rareté. Une rareté très organisée. Prenez les sacs Birkin ou Kelly, iconiques. Ça représente à peu près un quart du chiffre d'affaires. Et à la revente, ça peut monter à plus de 100 000 $. Mais le plus fou, c'est qu'il faut quasiment mériter le droit de les acheter. Même pour l'élite fortunée, il faut établir une relation avec un vendeur, faire d'autres achats avant même d'être considéré. Et attention, il y a des quotas, pas plus de 2 sacs Birkin ou Kelly par personne et par an. C'est strict. Oui, et c'est ça qui est fascinant, cette rareté organisée, ça fonctionne incroyablement bien pour maintenir la valeur perçue. Et ça, pour une société cotée en bourse, c'est assez remarquable. Hermès choisit vraiment délibérément de produire moins que la demande. Donc moins de boutiques que ce qu'il pourrait ouvrir, moins de sacs sur le marché, moins de ventes en ligne pour ses produits stars. C'est une manière de contrôler leur image et aussi, vous voyez, de lisser un peu les cycles économiques. Ils sont plus résilients. Et ils sont restés très fidèles à leur ADN. Pas vraiment touchés par la vague streetwear, par exemple, contrairement à d'autres. Ils dépensent aussi beaucoup moins en pub et pas d'ambassadeurs stars comme on voit partout ailleurs. C'est vrai. Et cette image, elle s'appuie sur une histoire hyper riche, quand même, fondée en 1837 par Thierry Hermès. À la base, c'était pour des selles, des harnais de luxe, et l'adresse mythique rue du Faubourg Saint-Honoré, ils y sont depuis 1880. Les noms Kelly pour Grace Kelly, Birkin pour Jane Birkin, c'est légendaire. D'ailleurs, petite anecdote, ils ont été parmi les tout premiers en France à utiliser la fermeture éclair. Ils l'ont importé des États-Unis. C'est ce mélange en fait. L'histoire, un artisanat d'exception qu'ils mettent beaucoup en avant, et puis une vraie compréhension du style de vie de leur clientèle très aisée. Absolument. Et les chiffres récents le montrent bien. Au troisième trimestre 2024, Hermès affichait encore une croissance à 2 chiffres. Pendant ce temps-là, LVMH et Kering annonçaient des baisses. Le consommateur aspirationnel, vous savez, celui qui s'offre un luxe de temps en temps, eh bien, il semble moins présent. Et ça touche moins Hermès, dont la clientèle est plus stable, plus fortunée. D'ailleurs, même si Hermès a vu aussi un peu moins de monde dans ses boutiques, ceux qui viennent dépensent plus. Le panier moyen a augmenté. Ah oui, d'accord. Et les investisseurs, eux, ils y croient dur comme fer. Le ratio cours-bénéfice d'Hermès est plus du double de celui de certains rivaux. C'est un signe de confiance fort. Une désirabilité tellement forte qu'elle a même attiré Bernard Arnault et LVMH. On se souvient de la tentative de prise de contrôle il y a quelques années. Ça a donné lieu à une bataille juridique de 4 ans quand même. Et pour les prix, Ils augmentent, oui. Ça a contribué à 8% de la croissance cette année, d'après les sources, mais apparemment, ces hausses resteraient plus modérées que chez Chanel ou chez Dior, par exemple. Ce qui maintient une image de valeur. tout à fait. Mais attention, il y a quand même des défis. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. On peut s'interroger sur le rythme d'innovation produit, en dehors des classiques revisités, même si, l'intemporalité, c'est leur marque de fabrique. Oui, c'est leur credo. Voilà. Ensuite, il y a la menace constante de la contrefaçon. C'est une industrie gigantesque, on parle de milliers de milliards de dollars. Et puis les questions éthiques, la durabilité, notamment l'usage des peaux exotiques, l'impact du changement climatique sur leurs approvisionnements. C'est vrai que ça devient de plus en plus scruté. Exactement. Et l'exclusivité elle-même, elle commence à poser problème, juridiquement. Il y a une action collective en Californie qui les accuse de pratiques anti-concurrentielles. L'argument, c'est qu'on forcerait les clients à dépenser des milliers de dollars sur d'autres produits pour avoir juste le droit d'acheter un Birkin. Ouais. Oui, le fameux jeu Hermès. C'est ça. Et d'ailleurs, le plaignant a renforcé sa plainte en octobre 2024. Donc c'est une affaire à suivre. Bon, alors si on résume, Hermès, c'est un peu le paradoxe fascinant du luxe. Une stratégie de limitation, de restriction volontaire, qui, au final,
alimente un succès commercial assez hors norme et une désirabilité incroyable, vraiment à contre-courant des tendances. Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante pour l'avenir, non? Ce modèle, qui est centré sur l'intemporalité, l'histoire, une exclusivité vraiment extrême, ça a super bien marché jusqu'ici, mais est-ce que ça pourrait devenir une faiblesse? Surtout si les valeurs des consommateurs de luxe évoluent plus radicalement. On pense à la durabilité, à la transparence. Jusqu'où est-ce qu'on peut pousser ce modèle de l'ultra-exclusivité? Avec ça, c'est tout. À nouveau, au revoir.